C'est un phénomène assez fascinant quand on y pense. On regarde une photographie, disons, une femme en uniforme militaire qui est agenouillée dans le hall d'un aéroport. Ouais, une scène classique. Voilà. Un chien saute joyeusement vers elle pour lui lécher le visage. Et il y a un ballon argenté avec l'inscription Welcome Home qui est un peu coincé sous son genou. Et instantanément, en vraiment une fraction de seconde, le cerveau humain raconte toute une histoire. C'est clair, on capte tout le contexte d'un coup. C'est ça, on perçoit le soulagement, la joie intense des retrouvailles, on déduit, mais sans le moindre effort, qu'elle a été absente super longtemps, probablement dans une zone de conflit, quoi. On anticipe même la seconde suivante. On se dit qu'elle va se lever, qu'elle va peut-être pleurer, embrasser ses proches qui sont hors cadre. C'est fluide et c'est totalement immédiat. Et le plus fou, c'est qu'on a l'impression que c'est une action hyper simple. Mais c'est une immense illusion de simplicité, en fait. Comment ça? Parce que si on donne cette exacte même image à une machine, ce qu'elle voit, au niveau le plus fondamental, c'est pas un chien ou une émotion. Ce ne sont que des grilles de nombres interminables, des millions de pixels. Genre, juste des valeurs mathématiques. Exactement. De simples valeurs d'intensité lumineuse qui vont du noir au blanc, ou du rouge, vert, bleu. Pour la machine, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de joie, il n'y a aucun concept de retour à la maison. C'est juste un océan de mathématiques. Et c'est justement ce décalage vertigineux qui va nous intéresser aujourd'hui. Je suis ravie de lancer cette nouvelle plongée au cœur du sujet, où on va passer au crible le livre de Melanie Mitchell, Artificial Intelligence, A Guide for Thinking Humans. Un livre vraiment incontournable pour comprendre les bases, oui. Absolument. L'idée ici, la mission de notre discussion, c'est de démystifier complètement l'intelligence artificielle pour ceux qui nous écoutent. On veut séparer les véritables exploits techniques de tout ce battage médiatique, tout le hype qu'on subit un peu tous les jours. Ouais, il y a beaucoup de bruit autour de ça. Trop de bruit, hein. Et surtout, on va se concentrer sur une question centrale. Comment est-ce qu'on a, concrètement, essayé d'apprendre aux machines à voir notre monde? Ok? Décortiquons tout ça. Il y a cette citation célèbre de Marvin Minsky dans le livre qui résume bien le paradoxe. Les choses faciles sont difficiles. Ah, la fameuse phrase. Ce qui demande genre zéro effort conscient pour un enfant de 5 ans, comme reconnaître un chat sur un canapé, ça s'est révélé être l'un des défis informatiques les plus colossaux de l'histoire humaine. Si on relie ça à une vision plus globale, pour comprendre pourquoi l'ordinateur bloque sur un simple chat et comment on en est arrivé aux IA génératives d'aujourd'hui, il faut vraiment remonter à la genèse du problème. C'est-à-dire? En fait, on a souvent l'impression que l'IA, c'est une technologie monolithique, un seul grand bloc. Mais en réalité, le domaine est né d'une véritable guerre philosophique. Une guerre, carrément? Ouais, tout a commencé lors de la conférence fondatrice de Dartmouth en 1956. C'est là que le chercheur John McCarthy a organisé l'événement. Et c'est là qu'on a inventé le terme d'intelligence artificielle, non? Tout à fait. Et dès les premiers jours, les pionniers se sont scindés en deux grandes écoles de pensée radicalement opposées. D'un côté, l'approche symbolique et de l'autre, l'approche subsymbolique. Alors, la première approche, la symbolique, c'est celle qui a un peu monopolisé les budgets pendant des décennies, si j'ai bien compris. L'intuition de départ semblait d'ailleurs super logique. Complètement logique sur le papier, ouais. L'idée, c'était de se dire que la pensée humaine, au fond, ça s'apparente à de la déduction pure. Donc, pour créer un esprit artificiel, il suffirait d'encoder toutes les connaissances du monde sous forme de symboles, de mots et de règles logiques strictes du genre si ceci, alors cela. Mais c'est ça. Le livre mentionne un programme super connu de l'époque, le General Problem Solver. C'était conçu pour résoudre le vieux casse-tête des missionnaires et des cannibales. Ah oui, on connaît tous ce problème, hein. Ceux qui nous écoutent voient sûrement de quoi on parle. Ils doivent traverser une rivière dans un petit bateau sans que les cannibales ne mangent les missionnaires. Voilà. Et le programme arrivait effectivement à trouver la solution. Mais il y avait un piège majeur dans cette approche. Lequel? Le système ne comprenait absolument pas ce qu'était un missionnaire. Il n'avait aucune idée du danger que représente un cannibale, ou même du concept physique d'eau ou de bateau. Donc c'était juste des maths à l'aveugle. Exact. Il se contentait de manipuler des lignes de code avec des états, genre rive gauche égale 3 missionnaires, en appliquant des opérateurs mathématiques stricts pour déplacer ces symboles vers l'état final désiré. C'est vraiment l'essence de l'IA symbolique. Des règles explicites dictées par des humains pour traiter des symboles abstraits. Mais le problème que je vois tout de suite avec cette méthode, surtout pour la vision par ordinateur, c'est la rigidité du truc. Ah ouais, c'est hyper rigide. Parce que si on demande à un humain pourquoi une ligne blanche poudreuse sur la route en plein hiver c'est du sel et pas de la peinture, on utilise notre bon sens, on connaît la neige, on connaît les chasse-neige. Bien sûr. Mais comment écrire une règle logique universelle pour ça? Ou même
une règle pour définir visuellement une chaise. Une chaise, ça peut avoir 4 pieds ou juste un seul pied central. Elle peut être en bois, en plastique transparent, en forme de main géante. Ouais, les designs bizarres. Exactement. Essayer de programmer manuellement une règle stricte pour chaque variation possible dans le monde réel, c'est un puissant fond. Donc, l'IA symbolique, c'est un peu comme donner à quelqu'un un livre de recettes ultra détaillé, alors que l'IA sud-symbolique, c'est lui faire goûter le plat 1000 fois jusqu'à ce qu'il devienne capable de le recréer à l'aveugle. C'est une excellente analogie. C'est exactement pour ça que les systèmes symboliques s'effondraient dès qu'ils sortaient des laboratoires. On disait d'ailleurs qu'ils étaient cassants, Cassant. Ouais. fragiles. Il suffisait d'une situation inédite, genre une chaise avec un coussin posé bizarrement dessus, pour que la règle logique ne s'applique plus et que tout le système plante. Du coup, face à cet échec, la deuxième école de pensée, l'approche subsymbolique, a pris un chemin totalement différent. D'accord. Au lieu de s'inspirer de la logique abstraite, ces chercheurs-là se sont inspirés de la biologie humide et un peu chaotique du cerveau humain. Et c'est là qu'on abandonne totalement l'idée du grand livre de règles dicté par un programmeur. Exactement. L'IA subsymbolique procède par essai-erreur inspirée par la biologie. Ça a commencé à la fin des années 50 avec Frank Rosenblatt. Il a inventé un truc qui s'appelle le perceptron. Perceptron, c'est un nom qui fait très science-fiction, ça. C'est vrai. En fait, Rosenblatt a eu l'audace de vouloir simuler un neurone biologique de façon très simplifiée. Un vrai neurone dans notre cerveau, ça reçoit des signaux électriques d'autres neurones. Ça additionne ces signaux, et si la somme atteint un certain seuil d'excitation, Ça déclenche un truc. voilà, le neurone s'active et tire un signal vers le neurone suivant. Le perceptron, ça reproduit ça mathématiquement. Ça prend des nombres en entrée, disons les pixels d'une image. Ok. Chaque entrée est multipliée par un poids, c'est-à-dire un coefficient d'importance. Ça fait la somme totale. Et si ça dépasse son seuil mathématique, paf, ça sort un 1 pour dire oui, c'est un chat. Sinon, ça sort un 0. Ce qui est vraiment bluffant là-dedans, c'est la méthode d'apprentissage. Parce qu'au lieu de programmer ce perceptron, on l'entraîne. C'est du comportementalisme pur. C'est un peu comme le psychologue B.F. Skinner qui dressait des pigeons avec des graines en récompense ou des petits chocs en punition. C'est exactement le même principe, oui. L'apprentissage par récompense et punition. Donc, si le perceptron dit 1 alors qu'en fait c'était une photo de chien, on le punit mathématiquement en modifiant légèrement tous ses poids pour qu'il ne refasse plus l'erreur. Voilà, on ajuste les connexions. On répète ça des milliers de fois et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Mais j'ai une question. Si ce concept, c'est vraiment la base de toute l'IA moderne, pourquoi Marvin Minsky, qui est quand même l'un des pères de l'IA, a publié un livre entier avec Papert en 1969 pour démolir publiquement cette idée? Je veux dire, comment l'approche subsymbolique a pu survivre s'il l'a condamnée comme étant stérile? C'est parce qu'à ce moment précis de l'histoire, un perceptron isolé ou même une seule couche de perceptron, c'était terriblement limité. Minsky et Papert ont prouvé mathématiquement, dans leur livre Perceptron, qu'un réseau simple ne pouvait même pas résoudre certaines fonctions logiques hyper basiques. Ah, d'accord. Et surtout, ils ont émis l'hypothèse que superposer plusieurs couches de ces neurones artificiels serait, je cite, « stérile et inutile ». Le truc, c'est que quand des figures académiques aussi massives publient un verdict pareil, ça a des conséquences désastreuses. J'imagine que l'argent a dû disparaître du jour au lendemain. C'est exactement ça. Les financements gouvernementaux se sont instantanément évaporés. C'est ce qu'on appelle le premier grand hiver de l'IA pour les réseaux de neurones. Tout l'argent est retourné vers l'approche symbolique. Heureusement qu'un petit groupe de chercheurs têtus a continué dans l'ombre. Ils ont compris que Minsky avait tort sur un point précis, l'empilement des couches, c'était pas stérile du tout, à condition de savoir comment les entraîner. Tout à fait. Et la clé, c'était un algorithme appelé la rétropropagation, ou backpropagation en anglais. Ouais, au lieu de juste punir la dernière couche du réseau quand il se trompe, cet algorithme calcule exactement quelle part d'erreur incombe à chaque connexion, jusque dans les couches profondes. Et il propage l'ajustement à l'envers, de la sortie vers l'entrée. C'est ça. C'est un peu comme accorder un immense orchestre en ajustant la tension de chaque corde de chaque instrument simultanément pour trouver l'harmonie parfaite. Et c'est en appliquant ça à la vision par ordinateur que l'approche subsymbolique a pris sa revanche. Une revanche qui ne doit rien au hasard, hein. Parce que là encore, ils ont copié la nature. Plus spécifiquement, l'architecture de notre cortex visuel. Chez les animaux, Oui. Dans les années 60, les chercheurs David Hubel et Thorsten Wiesel ont même eu un prix Nobel pour leurs expériences sur le cerveau des chats et des primates.
Ils ont découvert que la vision biologique n'analyse pas une image globale d'un coup. C'est un processus strictement hiérarchique. Donc, ça se fait par étapes. Exact. Les premiers neurones connectés à la rétine ne voient pas une souris. Ils réagissent uniquement à de minuscules lignes obliques ou des contrastes de lumière, des bords. Ok, des formes super basiques. Voilà. Et ils transmettent cette info basique à une couche supérieure qui combine ces lignes pour détecter, disons, une forme simple, un angle. Et de couche en couche, l'abstraction monte jusqu'à reconnaître des formes complexes. Et ça a directement inspiré les ingénieurs. Le livre explique que le japonais Fukushima a d'abord créé le néoconitron. Et ensuite, dans les années 80, c'est le français Yann LeCun qui a perfectionné ça avec ses convenettes, les réseaux de neurones convolutifs. Oui, les fameux CNN. Le fonctionnement technique de ces réseaux, ça aide vraiment à comprendre pourquoi ça marche. Au lieu de regarder tous les pixels d'un coup, le réseau utilise des champs récepteurs, de petits filtres mathématiques qui glissent sur l'image, comme une lampe de poche qui balayerait une pièce plongée dans le noir. C'est ce qu'on appelle l'opération de convolution. Cette lampe de poche balaie l'image et elle cherche un motif précis. Par exemple, le premier filtre va chercher uniquement des bords verticaux. Partout où il trouve un bord vertical, il l'allume sur une carte d'activation. Un peu comme une carte thématique d'une ville qui ne montrerait que les rivières, par exemple. Et exactement. Ensuite, on passe ces cartes filtrées à la couche suivante qui va utiliser d'autres filtres pour trouver, disons, des cercles en combinant les bords détectés avant. Et ainsi de suite. Le réseau de Yann LeCun des années 80, appelé le net, était tellement efficace qu'il lisait automatiquement les codes postaux sur les lettres et les chèques bancaires. Sans qu'on lui donne aucune règle explicite. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il y a un paradoxe chronologique. Attends, si Yann LeCun avait déjà inventé ça dans les années 80 et que ça marchait pour lire des chèques, pourquoi il a fallu attendre les années 2010 pour que l'IA explose et qu'on parle soudainement de la révolution du deep learning? C'est une super question. En fait, les convenettes des années 90 étaient brillants, mais ils s'écroulaient dès qu'ils essayaient de passer à l'échelle sur des tâches visuelles complexes. Genre passer du noir et blanc à la couleur. Passer d'un petit chiffre en noir et blanc à une photo complexe, d'un paysage ou d'un animal. Ce qui manquait, c'était pas l'algorithme, c'était deux éléments cruciaux que seule notre époque contemporaine pouvait offrir. La technologie n'était pas prête. Voilà. D'abord, il fallait une puissance de calcul massive. Ça, c'est venu des processeurs graphiques, les cartes NVIDIA conçues à l'origine pour les jeux vidéo. Et ensuite, et c'est le plus important, il fallait une quantité astronomique de données pour l'entraînement. Les algorithmes avaient soif d'exemples. Donc les algorithmes étaient prêts, mais il fallait construire une école gigantesque pour les entraîner. Et c'est là qu'entre en scène le projet qui a absolument tout changé, ImageNet. La chercheuse Fefili a eu l'idée de créer une immense base de données d'images basée sur la hiérarchie des mots du dictionnaire WordNet. Mais trier des millions de photos, c'est titanesque. Ah oui, elle s'est vite rendue compte qu'il faudrait presque 80 ans à ses étudiants pour trier toutes ces images à la main. 90 ans, c'est délirant. Complètement. Alors la solution est venue d'une plateforme d'Amazon appelée Mechanical Turk. Et le nom a une ironie historique incroyable. Le fameux Turc mécanique. Ouais. Au XVIIIe siècle, le Turc mécanique, c'était un faux automate, censé jouer aux échecs tout seul. Les gens croyaient à une machine intelligente, mais en fait, un humain était caché dedans et manipulait les pièces. C'est fou comme l'histoire se répète. Totalement. La plateforme d'Amazon s'appelle comme ça parce qu'elle fait payer des humains à travers le monde quelques centimes la tâche pour étiqueter des images. L'IA moderne qu'on trouve si magique, elle repose littéralement sur le travail humain invisible de millions de personnes qui ont cliqué sur plus de 3 millions d'images pour dessiner des boîtes autour de chiens ou de tasses. C'est les carburants secrets de l'IA. Et grâce à ça, ils ont pu lancer la compétition annuelle ImageNet. Le défi, c'était d'entraîner l'IA sur 1,2 million d'images avec 1000 catégories. Et attention, des catégories super pointues, genre différencier un singe hussard d'un chien de chasse écossais. La machine avait droit à 5 propositions, la métrique du top 5. Et pendant des années, les scores stagnaient. Jusqu'au choc de 2012. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? L'équipe de Geoffrey Hinton, avec Alex Krzyzewski et Ilya Sutskever, a présenté AlexNet, un immense réseau de neurones convolutifs. Et ils ont écrasé toutes les autres méthodes avec 85% de précision. Ça a été le déclencheur de la ruée vers l'or des entreprises tech. Mais quand il y a de l'or, il y a de la triche. Le livre parle du scandale retentissant de Baidu en 2015. Ils utilisaient une technique appelée data snooping. Ouais, un scandale assez embarrassant. En gros, les règles disaient qu'on ne pouvait tester son algorithme sur le serveur officiel que 2 fois par semaine. Mais Baidu a créé des tas de faux comptes pour soumettre son modèle plus de 200 fois.
C'est l'équivalent d'un étudiant qui trouve le moyen de passer l'examen final 200 fois, de voir sa note à chaque fois et de modifier ses réponses au hasard jusqu'à obtenir un 20-20. C'est plus de l'apprentissage là, c'est du piratage de tests pour gagner une fraction de pourcentage et atteindre les 95,42%. Ce qui est fascinant ici, c'est à quel point cette compétition est devenue un enjeu financier colossal. On a transformé une simple recherche académique en une véritable guerre industrielle. Et avec des scores à plus de 95%, ça a donné l'illusion au grand public que, ça y est, la machine a dépassé l'humain. Sauf que sur le papier, avec des scores comme ça sur ImageNet, on pourrait croire que le problème de la vision artificielle est résolu. Mais le monde réel, c'est pas un ensemble de données bien étiquetées. Le livre démystifie complètement ce mythe de l'IA meilleure que l'humain. Oui, surtout à travers l'expérience d'André Karpathy. C'est lui l'unique humain qui a eu le courage de se tester lui-même sur le jeu de données ImageNet, c'est ça? Exact. Il a passé des heures à classer les images pour voir s'il faisait mieux que la machine. Et il a découvert un truc fondamental, les erreurs humaines sont très très différentes des erreurs des machines. Genre quoi? Karpathy, quand il se trompait, c'est parce qu'il confondait deux races de chiens très similaires qu'il ne connaissait pas. Une erreur de spécialisation. La machine, elle, ignorait complètement des objets évidents juste parce qu'ils étaient trop petits dans l'image, ou elle bloquait totalement si on appliquait un simple filtre de couleur sur la photo. Des erreurs absurdes pour un cerveau humain. C'est là qu'on voit la différence d'apprentissage. Un bébé humain, ça explore, ça apprend avec très peu d'exemples et sans étiquette. Alors que le deep learning nécessite un apprentissage supervisé massif avec des hyperparamètres réglés manuellement par des experts. Le chercheur Eric Horvitz qualifie même cette pratique d'alchimie. C'est le mot juste, ouais. Et ça nous amène au problème statistique de la longue traîne ou la long tail, surtout quand on met ces IA dans des voitures autonomes. Le monde réel regorge de situations rares. Le livre donne des exemples concrets, comme cette Tesla qui a confondu le marquage au sol avec des lignes de sel déposées avant une tempête de neige. Ou cette voiture autonome de Google qui a percuté un bus en essayant d'éviter des sacs de sable sur le côté de la route. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si nos voitures autonomes ont besoin de travailleurs humains offshore pour étiqueter chaque vidéo image par image, comment une IA pourra-t-elle un jour réagir face à la fameuse situation d'un bonhomme de neige construit en plein milieu d'une autoroute? C'est une situation qui n'est dans aucune base de données, ça. Eh bien, la réponse, c'est qu'elle ne saura pas réagir. Parce qu'il lui manque le concept fondamental de bon sens et de connaissance générale. Un humain, même s'il n'a jamais vu de sel sur la route, il déduit la raison de ces lignes de poudre blanche grâce au contexte de l'hiver. L'IA, elle, manque cruellement de cet apprentissage non supervisé. C'est d'ailleurs ce que Yann LeCun appelle la matière noire de l'IA. Parce qu'elle n'apprend que ce qui est explicitement dans ses données d'entraînement. Du coup, elle prend souvent des raccourcis embarrassants, voire carrément dangereux. C'est la grande question qu'a vraiment appris la machine. Très souvent, elle apprend la mauvaise chose, oui. C'est le phénomène du surapprentissage, ou overfitting. L'expérience de Will Landecker, l'étudiant de l'auteur, est géniale pour ça. Il avait entraîné son IA à détecter un animal ou pas d'animal sur une photo. Les résultats semblaient parfaits. Mais en grattant un peu, il s'est rendu compte que l'IA avait simplement appris à détecter les fonds flous. Ah oui, parce que les photographes de nature floutent souvent l'arrière-plan pour mettre l'animal en valeur. L'IA s'est juste dit fond flou égale animal. C'est de la triche statistique pure et simple et les conséquences dans le monde réel sont catastrophiques. On se souvient tous du tagger automatique de Google Photos qui a catégorisé des personnes noires comme des gorilles à cause de corrélations statistiques horribles dans les données d'entraînement. Ou les logiciels de détection de visage des appareils photo qui classaient à tort les visages asiatiques comme étant en train de cligner des yeux. Mais c'est pour ça que ça concerne directement quiconque écoute aujourd'hui. Ce ne sont pas que des erreurs mathématiques isolées. Quand une IA décide si une image est sûre pour les réseaux sociaux, si un visage est reconnu par la police ou si un CV est bon pour un recrutement, elle applique ces mêmes raccourcis statistiques aveugles. La machine n'apprend pas ce qu'on veut lui enseigner, elle apprend uniquement ce qu'elle observe dans les données. Cela soulève une question importante sur la nature de ce qu'on crée. C'est l'essence même de la faiblesse de l'IA étroite, la weak AI. On a tendance à croire qu'en empilant des IA performantes, on aura une conscience, mais une pile d'intelligence étroite ne fera jamais une intelligence générale. Tant que la machine n'intègre pas le langage, l'abstraction et l'interaction physique avec le monde, comme le souligne bien Mitchell, elle restera un excellent outil de reconnaissance de motifs, mais
totalement dénuées de véritable compréhension visuelle. C'est un peu la synthèse finale de notre exploration. L'intelligence artificielle a fait un bond quantique incroyable grâce aux ConvNets, aux données massives d'ImageNet et à la puissance de calcul des cartes graphiques. Ça, on peut pas le nier. Non, c'est indéniable. Mais cette plongée démontre bien que voir et identifier des pixels, ce n'est pas la même chose que comprendre le monde. D'ailleurs, il y a une dernière réflexion troublante qu'on n'a pas encore abordée. Vas-y. Le modèle actuel qu'on vient de décrire dépend entièrement des millions de données générées et minutieusement étiquetées par des humains sur Internet, via Mechanical Turk, Facebook, Flickr. Ouais. Mais aujourd'hui, l'IA génère elle-même de plus en plus d'images et de contenus sur le web. Alors que se passera-t-il demain quand les futures IA s'entraîneront sur des données qui ont été créées par d'autres IA? Est-ce que ces systèmes risquent pas d'amplifier leurs propres biais et de perdre totalement le contact avec le bon sens humain qui leur reste? C'est le risque majeur de l'effondrement des modèles. L'IA qui s'enferme dans sa propre boucle d'hallucination. Exactement. Et c'est une excellente piste de réflexion pour terminer. Ça nous invite vraiment à garder un esprit critique face aux gros titres sensationnalistes qui affirment que les machines dépassent l'humain. C'est la fin de notre exploration des sources d'aujourd'hui. On espère que ça vous a donné matière à réfléchir.